Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un homme politique qui nous vient du Bénin, acteur de premier plan. Il a été ministre de son pays, le Bénin. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de ce pays. Monsieur Soumanou Issoufou Moudjaïdou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Babilas. Quel regard portez-vous sur la politique économique et la vie socio-politique de votre pays aujourd'hui? Merci. Permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de Africa 24. Relativement à votre question, au plan économique, il faut noter que les clignotants sont au rouge dans tous les secteurs de la vie économique, que ce soit le secteur agricole, le secteur tertiaire ou le secteur primaire. Si on prend le secteur primaire, vous voyez le coton qui est la locomotive, le poumon de notre économie, se porte très mal, avec des chiffres fantaisiques qui sont avancés d'année en année. Depuis 4 campagnes, on n'a jamais fait le bilan pour savoir quel est le résultat réel. Au point où, aujourd'hui, la plupart des paysans peuvent être payés après l'achat de leur coton. C'est après la bannière. Vous décrivez une situation catastrophique. Est-ce que ça a été toujours le cas, même quand vous étiez aux affaires? Pas du tout, pas du tout. Pensez-vous, que ce soit les transporteurs, que ce soit les producteurs, les gens étaient payés à bonne date. Les prix sont là. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. Je quitte le secteur cotonnier. Vous prenez le port de Cotonou aujourd'hui. On peut y faire le rallye. Le port qui était connu historiquement pour être le port également des pays de l'Italie. Le Burkina, le Mali, le Niger, aucun de ces pays ne vient au port aujourd'hui, compte tenu de la politique qui est appliquée. Ils sont tous repartis soit vers le Togo, le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires nigériens, avec des milliards, traversent le marché béninois, s'en vont au Togo, achètent des marchandises, retraversent pour repartir dans leur pays et disent qu'ils s'en sortent mieux que s'ils venaient acheter des marchandises sur le territoire béninois. Ça pose problème, puisque le Bénin et le Togo sont dans les mêmes ensembles économiques UEMOA-CEDEAO, censés donc appliquer le même tarif commun. Alors, au plan social, là, c'est le comble. Tous les secteurs. Vous prenez le secteur de l'éducation aujourd'hui, c'est la catastrophe. Il y a à peu près 2 mois et demi, j'ai pris un exemple d'une école, l'une des anciennes écoles publiques primaires de Cotonou, à 700 mètres de la maison du président de la République. École publique primaire de Kadiaon. C'est un complexe qui a 3 groupes. Le premier groupe a 3 enseignants sur 6 classes. Le second en a 2 sur 6. Le troisième en a 2 sur 6. Vous avez choisi cet exemple parce que du fait de la proximité avec le domicile du président de la République? Et du fait que ce soit au cœur de la capitale économique de notre pays. Ça fait 7 enseignants pour 18 classes. J'ai pris un autre exemple à Porto-Novo, la capitale politique de notre pays. École publique primaire Zongpa, 2 groupes. Le premier groupe a 1 enseignant sur 6. Le second en a 1 sur 6. Mais la description que vous faites, la situation que vous décrivez... Fait 12, oui. Ça fait 2 pour 12 classes. Et on a mis ensemble CIA, CIB, 175 écoliers dans la même classe pour un seul instituteur. Et cette situation est générale dans tout le pays. Plus on monte, plus c'est plus catastrophique. Mais ce n'est pas l'apanage du Bénin seulement par rapport au manque d'enseignants dans un certain nombre d'écoles et même dans d'autres pays. Mais ce que vous décrivez qui est vraiment catastrophique ressemble quand même à bien de points de vue d'une certaine rumeur qui a circulé entre-temps en disant que le Bénin serait en cessation de paiement et que bientôt on ne pourra plus honorer les salaires. Mais voilà des mois qui passent et des années qui passent et le Bénin n'a jamais été en cessation de paiement. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu dans votre description des faits? Écoutez, moi, il y a plus des exemples concrets pour confirmer ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand je suis intervenu, la semaine qui a suivi, le gouvernement a décidé de recruter 12 000 enseignants après mon intervention. Donc, il ne manquait que votre intervention? Non, c'est pour dire que c'est la réalité. Vous prenez le secteur de la santé. Vous allez voir des centres de santé bien construits, mais fermés. Pas de personnel soignant. Parfois, vous avez une seule personne qu'on appelle major, qui joue à la fois le rôle de médecin, du sage-femme, d'infirmier. Dans le même temps, les populations meurent. Et on a des médecins qui sont formés, qui sont au chômage, des sages-femmes qui sont formées, qui sont au chômage, des infirmiers qui sont formés, qui sont au chômage. Est-ce que c'est pour y remédier que vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle? Tout à fait. Pour y remédier, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans ce pays. Même au niveau aussi politique, au niveau constitutionnel, il y a un problème.
Ouais, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est la constitution que le président Kérékou a pratiquée pendant 10 ans qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui? On se pose des questions. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Tous les présidents des institutions sont phagocytés, sont à la solde du chef de l'État. Là, vous n'êtes pas gentil avec les présidents d'institutions. Hein? Même le commun quels sont les faits qui vous amènent à dire ça? Le commun des Béninois le sait. Donnez des exemples précis. Qu'est-ce qui vous fait dire que les responsables d'institutions aujourd'hui sont à la solde du pouvoir? Écoutez, le président de la Cour constitutionnelle, par exemple. Non, allons d'abord au niveau de la HAC. Vous voyez? La haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Oui, oui. Aujourd'hui, Gov TV est sous ses lettres. Après qu'on ait fermé, qu'on ait, disons, arrêté la publication de certains journaux, le matinal, etc., etc. Aujourd'hui, la HAC, qui est censée réguler le système d'information dans notre pays, se présente comme un bourreau des acteurs de l'information au profit du pouvoir en place. Mais est-ce que vous pouvez déculpabiliser entièrement tous les mises en cause? C'est vrai, c'est mes confrères, c'est mes collègues. Mais appelons un chat un chat. Est-ce que vous pouvez porter garant qu'on ne peut rien leur reprocher, monsieur le ministre? Le point, c'est quoi? C'est la sanction disproportionnée par rapport à la faute. Donc vous reconnaissez quand même qu'on peut leur reprocher des choses? Oui, ça c'est clair. Mais la sanction est disproportionnée. Oui. C'est ça le problème. Vous prenez au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vais parler de la Cour qui a précédé celle actuelle, avec son Excellence, le président Robert Dossou. Robert Dossou. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Quand il est parti, le procès Olo est arrivé, on a applaudi. Mais aujourd'hui, on est en train de regretter avec les décisions qui sont prises. Mais là où je vais vous surprendre, oui, c'est que le président Robert Dossou n'a jamais levé son petit doigt pour dire « j'ai été l'objet de harcèlement, j'ai été l'objet de pression ». De la même manière aujourd'hui, pourquoi est-ce que les cadres, si ce que vous dites est vrai, n'arrivent pas à dénoncer un certain nombre de choses, si tant est qu'ils sont vraiment victimes de harcèlement? Mais écoutez-vous, je parle des présidents des institutions. Ce n'est pas un harcèlement, je dis qu'ils sont à la solde du chef de l'État. Oui, mais le chef exerce une influence sur eux d'une certaine manière. Mais ils ont prêté serment et le président de la République n'a plus aucune autorité sur eux pour peut-être les démettre de leurs fonctions. Donc, ils sont complètement libres, monsieur le... Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les faits. Généralement, lorsque ils sont nommés, ils espèrent un second mandat. Alors, ils se mettent à la solde. Donc, c'est celui qui les a nommés. Comme le président de la République aussi espère un second mandat, il doit respecter les électeurs aussi. On va évoluer dans cette émission. Votre candidature, M. Moudiaïdou, s'apparente à un certain nombre de choses. Certains se posent des questions en se demandant est-ce que vous êtes candidat parce que vous êtes porteur d'un projet ou bien vous êtes candidat pour régler des comptes politiques avec vos détracteurs? Je vais vous surprendre. Ma décision d'être candidat a été prise en 2010. Après l'avoir mûri longuement en 2009. Mais pourquoi est-ce que vous êtes resté si discret alors sur cette décision? Je ne suis pas resté discret. Après 2010, j'ai mis en place une équipe de 6 personnes. En mettant la 6e, on a continué par travailler sur le pot des sociétés. Et à partir de 2011, j'ai eu d'énormes problèmes avec le régime en place. On a tenté de m'assassiner par braquage déguisé. On a tiré 5 balles. 1 heure à peine après le départ des braqueurs, 2 inspecteurs de police en civil sont arrivés, ont ramassé les douilles. Ils sont partis avec. Depuis, jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'a été ouverte sur le dossier. En janvier 2011, le mois suivant, en février, même chose, j'étais en mission, c'est ma famille qui a été braquée. Les braqueurs ont perdu 1 balle entière. Le commissaire de mon quartier est venu récupérer la balle. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête. On n'a même pas pris de déposition. Qui soupçonnez-vous? Ce qui est certain, c'est des autorités, des officiels qui sont venus récupérer les preuves matérielles qui devraient faire l'enquête. Si ça n'a pas été fait, est-ce qu'ils n'avaient pas fait un dessin? Ça se comprend aisément. Après ça, en tant que DSO de cours, j'ai fait des tournées dans les usines en 2012 pour voir comment les collaborateurs faisaient la révision des machines pour la campagne suivante. C'était ma 4e édition. En ce moment, déjà, il y a problème entre le président de la République et M. Talon. Et le président a décidé de reprendre entièrement toute la filière coton. J'ai dit aux collaborateurs sur le terrain, quand 2 éléphants se battent, c'est les élèves qui en souffrent.
Et donc, faites un travail parfait pour qu'en pleine campagne, s'il y a des problèmes qu'on ne dise pas, c'est des sabotages parce que c'est le gouvernement qui a repris l'activité. J'ai fini ma tournée, je rentre à Cotonou un vendredi. Le lundi, je vais au bureau, je vois des fax dans mon appareil qui venaient de Parakou, de Bembreke, de Kandi, de Banikwara. Des villes du nord du Bénin. Circonstanciés comme quoi, juste après mon départ de chaque usine, des gendarmes munis de menottes et d'armes étaient venus m'arrêter. Et ils ont dit non. Il est venu dans le cadre d'une mission de routine. Voilà ce qu'il a dit. Ils ont dit non, qu'ils ont reçu comme consigne de m'arrêter, que moi j'étais allé rencontrer les paysans pour leur dire de ne pas faire le coton. Monsieur Moudjaï, c'est pour dire, non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, on m'a empêché d'évoluer dans mon projet. Et c'est ça qui m'a conduit par la suite, avec d'autres facteurs, à faire 20 mois d'emprisonnement. Oui, bien entendu, je savais que j'allais y arriver. Monsieur Moudjaïdou, nous allons essayer quand même d'évoluer dans cette émission. Mais avant, on va marquer une petite pause, revenir et aller au fond des choses. OK. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.